le sait, j'ai montré ça, et puis il y a beaucoup d'inflammation, insulino-résistance, hyperglycémie, inflammation, maladie de l'endothélium, dysfonction endothéliale. Le premier stade de l'athérosclérose, c'est la dysfonction endothéliale. Et donc, on peut être, et c'est un message important, on peut avoir des coronaires angiographiquement normales. Le cardiologue va vous dire la coronarographie est normale, et pourtant le patient a une douleur qui ressemble à une douleur angineuse, peut même avoir un test d'ischémie positif, et finalement c'est l'endothélium qui est malade. Et sachez que les diabétiques vont avoir un endothélium malade très tôt, très tôt, avant même l'apparition de l'athérosclérose au niveau de nos images, et ça je l'ai montré, c'est pour montrer la complexité. Alors voilà, avant ça, on va faire 3 cas cliniques qui vont montrer un petit peu comment on fait l'approche aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer, je crois, à travers ces quelques slides, l'enjeu aujourd'hui de la prise en charge du patient diabétique de type 2. Bien évidemment, c'est le contrôle glycémique, on le sait, vous faites un travail énorme pour améliorer les choses, mais si on veut aujourd'hui améliorer le pronostic, je dirais, du compartiment macrovasculaire, ça va reposer sur une prévention cardiovasculaire optimale. Bien évidemment, on sait que la tension artérielle, on sait la dyslipidémie, mais ce qui va être essentiel, c'est bien d'estimer le risque cardiovasculaire. C'est d'identifier des patients qui vont faire un accident coronaire, qui vont mourir, qui vont avoir une mort subite, et bien évidemment, et qui peuvent bénéficier d'une recherche ciblée de l'ischémie myocardique silencieuse. Car comme on va le voir, une grande proportion des diabétiques vont exprimer la maladie coronaire sous forme silencieuse. Et l'enjeu, et tout l'enjeu aujourd'hui de la médecine moderne, c'est d'identifier ça. Bien évidemment, si on fait du dépistage, je dirais très large, on va trouver des choses, mais ça va être extrêmement coûteux et le rapport bénéfice-coût ne va pas être en faveur du bénéfice, et vous allez voir toute la complexité et toute la difficulté que l'on peut avoir, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on invente des nouveaux marqueurs. On ne peut pas continuer sur les marqueurs que nous sommes en train d'utiliser jusqu'à présent, parce qu'il y a une grande part de l'iceberg qu'on n'est pas en train de voir, et donc les gens travaillent aujourd'hui comment vous aider. 3 cas cliniques, 2 cas cliniques un peu développés, vous allez voir. Alors, cas clinique numéro 1, c'est un patient âgé de 55 ans, diabétique de type 2 depuis 6 ans. Il a une hypertension artérielle de grade 2 depuis 10 ans, qui est mal contrôlée. Adressé par son médecin traitant pour un bilan cardiologique et notamment un dépistage de la maladie coronaire. C'est souvent les patients, ils disent voilà, moi, j'aimerais être sûr que j'ai rien sur le plan des coronaires, est-ce que j'ai pas de sténose? Vous savez, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a fait un accident dans la famille ou dans le voisinage pour qu'ils viennent vous le réclamer. Bilan lipidique normal, pas d'insuffisance rénale ni de microalbuminurie de 24 heures. Alors vous savez qu'on a des guidelines aussi de la Société européenne de cardiologie, et en collaboration avec nos amis endocrinologues, sortent tous les 5 ans des guidelines. Ces dernières datent de 2013. Et nous considérons très simplement, mais c'est assez grossier je dirais, qu'un patient diabétique à très haut risque, c'est-à-dire qu'il a plus de 10% de risque de mourir d'un problème cardiovasculaire dans les 10 prochaines années, c'est le fait qu'il soit diabétique, plus un ou plus de facteurs de risque cardiovasculaire, ou une atteinte des organes nobles, je dirais, c'est-à-dire une microalbuminurie, une hypertrophie du ventricule gauche, un accident vasculaire cérébral, une atteinte cérébrale. Tous les restes sont considérés à haut risque. Donc le diabétique, par définition, déjà, il est à haut risque cardiovasculaire. Moi, ça m'embête un peu, cette simplicité. C'est trop simple, je dirais. Ça ne nous aide pas beaucoup, finalement. Parce qu'une grande majorité de nos diabétiques, finalement, ils ont un facteur de risque. Donc on va se dire, ça veut dire qu'ils sont tous à très haut risque. Et bien évidemment, ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir un diabétique qui vient juste d'entrer dans la maladie, un diabétique qui a 15 ans de diabète, un diabétique qui est mal équilibré, un diabétique qui est bien équilibré, un diabétique sous insuline, un diabétique... Il n'y a pas un diabétique, il y a des diabétiques. Et on voit que, dès le départ, cette slide ne nous aide pas, finalement, en pratique, parce qu'on a l'impression que tous nos diabétiques sont à très haut risque cardiovasculaire, ce qui n'est pas forcément vrai. Alors, quel examen demander pour ce patient? Bilan cardiologique, qu'est-ce qu'on pourrait demander? ECG, et quoi d'autre? Échographie cardiaque. Vous avez un hypertendu depuis 6 ans, une écho, un ECG, je crois qu'on est tout à fait d'accord. C'est 2 examens relativement simples à demander. Voilà son électrocardiogramme. Qui se jette? ECG normal?
Onde T, qui a dit Onde T? Onde T négatif en D3, oui. Quoi d'autre? En V1. Alors l'onde T est physiologiquement négative en V1, d'accord? Si elle n'est pas négative en V1, c'est que peut-être il y a un problème. Donc c'est très fréquent de voir une onde T négative en V1. Et puis en D3 c'est aussi fréquent. C'est un D3 isolé. Si j'ai une onde T négative en D3, je dois regarder D2 et AVF, territoire inférieur. En D2 c'est positif et en AVF c'est positif. On est d'accord? Alors, soit c'est ce qu'on appelle une onde T négative positionnelle, il faut la refaire, il a peut-être fait une inspiration, ça peut disparaître, soit il est obèse, on voit ça chez les patients obèses, ça dépend un petit peu de l'orientation du cœur. Globalement, ici, on va considérer que c'est un ECG à la limite de la normale, d'accord? Il y a un autre élément, je vous invite à être attentif dessus, c'est la fréquence cardiaque. D'accord? Aujourd'hui, vous savez qu'un des marqueurs de risque dans la population globale, c'est d'avoir une fréquence cardiaque supérieure à 80, et notamment chez les hypertendus, et aussi les diabétiques. Et on sait que plus la fréquence cardiaque est accélérée, plus le risque de mort subite, le risque de maladie cardiovasculaire est accéléré. Alors vous allez me dire, oui, mais ça veut dire, j'en vois beaucoup des gens qui ont 90 sans de fréquence. Bien sûr, ils peuvent être stressés, ils peuvent avoir une dysthyroïdie, ils peuvent avoir de l'anémie, ils peuvent avoir de la fièvre. Donc éliminez les causes et pensez peut-être qu'il y a de l'hyperactivité sympathique. Et l'hyperactivité sympathique, vous savez, aujourd'hui, elle est étroitement liée au diabète. Hein? C'est même une cause et conséquence. Soyez vigilants sur ce détail-là. Et c'est pour ça que, moi, je dis à mes malades, vous êtes un peu rapide parce que vous ne faites pas d'activité physique. C'est comme ça, déjà, vous identifiez les gars qui ne font pas de sport. Moi, pour les faire un peu rire, je leur dis, le sport, c'est seulement Bein Sport. Je ne fais pas de la publicité pour Bein, mais ça veut dire c'est juste la télé. Donc, ils ne font pas grand-chose. Mais, voilà. Donc, déjà, la fréquence cardiaque, elle est lente. S'il était tachycarde, je me pose des questions. Il est lent, tranquille, il ne demande rien à personne. Et puis, je fais l'échographie cardiaque. Alors, l'écho, VG de taille et de cinétique normale, absence de trouble de la cinétique, bonne fonction VG, fraction d'éjection à 65%, trouble de la relaxation, c'est assez fréquent. Hein, vous voyez souvent trouble de la relaxation. Mais ce qui vous importe, c'est les pressions de remplissage. Est-ce qu'il y a une pression de remplissage élevée? C'est-à-dire que est-ce qu'il a une anomalie de la fonction diastolique qui retentit sur le cœur? Donc s'il y a absence d'élévation de pression de remplissage, c'est que c'est un trouble de la relaxation tout à fait physiologique qu'on voit après 60 ans ou qu'on voit chez les hypertendus, qu'on voit chez les patients un peu rapides, un peu tachycardes, un peu stressés. C'est fréquent, anémique, ça peut donner aussi des troubles de la relaxation, mais sans élévation de pression de remplissage. Donc quand vous avez quelqu'un, par exemple, hier on a parlé d'insuffisance cardiaque, demandez fraction d'éjection et évaluation des pressions de remplissage. Aujourd'hui, on a des critères. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le rôle d'aujourd'hui, mais c'est ça. Absence de valvulopathie, péricarde sec. Il y a un élément important, cinétique normale. On est d'accord? S'il y a un trouble de la cinétique, s'il y a une akinésie, s'il y a une hypokinésie, s'il y a une hyperkinésie, s'il y a une dyskinésie dans un territoire, c'est que peut-être il y a une cardiopathie ischémique. S'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, une fraction d'éjection à moins de 45%, je dirais même pour vous à moins de 50%. Vous dites il y a une dysfonction ventriculaire gauche, peut-être c'est une cardiopathie ischémique. Si les coronaires sont normales, on rentre dans la cardiomyopathie diabétique. Vous savez que la cardiomyopathie diabétique, c'est lorsque les coronaires sont normales. Sinon, c'est une cardiopathie ischémique au stade de dysfonction ventriculaire gauche. Donc, pour l'instant, on a un ECG normal, on a une échographie cardiaque normale, et on a un patient totalement asymptomatique qui se plaint de rien sur le plan cardiovasculaire. Faut-il aller plus loin dans les explorations? Non, on peut s'arrêter là. Personne ne demande une choro? Dommage. Bon. Alors, effectivement, on est en train de me dire, pour le moment, on ne demande rien à personne. Je crois que c'est assez légitime. Si on regarde aujourd'hui, vous savez que ça a été un long sujet de discussion. Les gens se sont dit, mais pourquoi pas, on va dépister tout le monde. On nous dit que le diabète... On nous dit que le diabète, c'est source d'infarctus. 80% vont mourir d'infarctus. Qu'il y a beaucoup d'ischémie silencieuse. Que le diabétique, c'est un coronarien qui s'ignore. Eh bien, voilà, on va dépister tout le monde. Et si on dépiste tout le monde, on va regarder. Je suis désolé. On va regarder ce qui se passe. Alors, il y a plusieurs méta-analyses. Et là, c'est une méta-analyse relativement récente dans la BMC par l'équipe de Botters, Christophe Botters de Lille et Gilles Lemel, qui ont travaillé, entre autres, qui ont rassemblé les différentes études.
Et qu'est-ce qu'on montre? Ben, le screening systématique versus pas de screening, c'est-à-dire qu'on laisse le gars tranquille, on ne lui demande rien, tant qu'il n'a pas de symptômes. Il n'y a pas de différence sur les décès, quelle que soit la cause, sur le décès de cause cardiovasculaire, sur l'infarctus non fatal, et puis sur l'ensemble combiné des événements. Donc globalement, rien ne se passe de façon systématique. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que, regardez, j'ai rassemblé un petit peu, et moi c'est ce qui m'a plu dans cet article-là, c'est que par exemple quand on prend l'étude DIAD, on voit que sur les 561 patients, les patients positifs au screening c'est 15%, qui ont des anomalies 20%, mais regardez, angiographie 4%. Donc finalement, on fait des grosses explorations et on tombe sur très peu de choses. Voilà, regardez comment c'est résumé ici, sur l'ensemble des études, et voilà, globalement, sur 1662 patients qui sont répertoriés dans les études, qu'on voit là, je ne sais pas, on va mettre le truc, ici, vous voyez que finalement, il n'y a que 8% de coronarographie. Donc c'est beaucoup d'exploration pour aboutir à 8% de coronarographie, et de ces 8% de coronarographie, 2,5% vont avoir une angioplastie coronaire, et 1,5% auront un pontage. Donc globalement, on est dans une stratégie qui n'est pas rentable. Qui n'est pas rentable du tout, sur un plan d'un coût, puisque vous savez que si on n'a pas au moins 20% à 40% d'événements, je dis bien d'événements, le dépistage systématique n'a pas de sens. Et donc là, on n'a que 8% de coraux pour aboutir à même pas à 5% de gestes et qui n'auront aucun impact sur le pronostic cardiovasculaire. Et puis, autre chose qui m'a intéressé, c'est est-ce que ça a changé finalement, ces explorations, le taux de statine, le taux d'IEC, le taux d'ARA2, le taux de médicaments qui pourraient réduire et qui ont montré qu'ils avaient un impact positif sur la réduction du risque cardiovasculaire? Non, pas de différence. C'est-à-dire que finalement, votre patient, qu'il ait une maladie coronaire ou pas, le diabétique, vous allez lui donner une statine, et vous le savez très bien, le plus souvent, vous allez le mettre sous IEC ou sous ARA2, vous allez le traiter quasiment de la même façon, sur les molécules qui sont efficaces. Alors, il y a quand même d'autres méta-analyses, et ça je l'avais montré hier, c'est que lorsqu'on regarde d'autres données sur l'infarctus non fatal et sur l'insuffisance cardiaque qui n'a pas été inclus dans la première méta-analyse, on voit quand même une réduction de 40% en cas de screening, mais beaucoup plus de revascularisation, mais pas d'impact sur la mortalité cardiovasculaire. Ce qui veut dire que peut-être, si on identifie les patients à plus haut risque, peut-être on peut trouver une piste. Et là, il y avait l'étude de Faglia qui montrait que si on prend des diabétiques qui ont 11 ans de diabète, qui ont une hémoglobine glyquée mal équilibrée, qui ont de la rétinopathie, de la microalbuminurie, qui sont plus sévères, sur cette petite étude de 140 patients randomisés en 2 groupes, il y avait un bénéfice. Mais bon, il faut que ça soit clair, sur les méta-analyses et sur les gros effectifs, il n'y a pas de bénéfice, mais il y a besoin, je crois, que le dépistage de la maladie coronaire silencieuse, tout venant comme ça, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Il va falloir le cibler et identifier les patients à risque très élevé. Ça, c'est important. Et donc, l'évaluation du risque cardiovasculaire, c'est un temps essentiel, à mon avis, aujourd'hui. Chaque fois que vous êtes devant un diabétique, un hypertendu, je crois que l'étape aujourd'hui, c'est l'identification du risque. Quels sont les outils que nous avons? Ok, on est en train de nous mettre des outils de plus en plus simples pour accélérer, mais on a dans certaines situations, il va falloir affiner, utiliser des éléments, peut-être intégrer de nouveaux éléments dans notre évaluation. Alors, il y a un élément, rappelez-vous, qui était très à la mode. Je ne sais pas si, pour les plus jeunes, je crois que maintenant, on n'en parle plus beaucoup, mais à l'époque, l'épaisseur intima média. Vous vous rappelez? On disait, tiens, on va faire de l'épaisseur intima média sur les carotides, parce que ceux qui ont une épaisseur intima média élevée, le premier vaisseau à être touché par l'athérosclérose, c'est la carotide. Et on se dit, ben voilà, si la carotide est touchée, c'est que tout est touché. D'accord? Bon. Alors, à votre avis, une mesure intima média par écho-Doppler, est-ce que ça peut être utile dans la détection de l'ischémie silencieuse chez le diabétique? Oui? Ben, instinctivement, si on n'en parle plus, c'est que non. Sinon, oui. Effectivement, ça a été fait. Ça a été fait, regardez, on a regardé la progression de la maladie vasculaire, les événements sur plusieurs modèles, épaisseur intima média, et on a regardé ce qui se passe. Ceux qui ont
des carotides un peu plus grosses que les autres, non pas des plaques, hein, mais une épaisseur, finalement ça ne marche pas. Sur des modèles, on intègre, on met plusieurs trucs, ça n'a pas l'air de marcher. Alors son médecin traitant lui a demandé un coroscanner. Très à mode le coroscanner à un moment, hein. Surtout que c'était pris en charge. Le coroscanner est pris en charge. Je ne sais pas si vous savez pourquoi le coroscanner est pris en charge. Vous connaissez l'histoire de coroscanner, pourquoi il était pris en charge par la CNAM? C'était Ben Ali. On lui a dit, tiens, on a un coroscanner aux berges du lac. Bon, je fais la publicité pour une clinique, c'est dommage. Je n'ai pas fait attention. Premier scanner qui arrive là-bas, on nous fait le coroscanner, il était épaté devant les coronaires sur le coroscan. Et puis on lui dit, mais c'est pas pris en charge par la CNAM. Ah bon? Bing, pris en charge. Vous voyez, ça s'est fait comme ça, quoi. Bon, c'était une autre époque, hein. Alors c'est pour ça que le coroscanner est très, très à la mode parce que finalement c'est pris en charge par la CNAM et donc les gens étaient inondés de coroscanners. Tout le monde voulait voir ces coronaires. C'est superbe, vous faites un scanner, on vous dit que vos coronaires sont magnifiques. Vous êtes d'accord pour un coroscanner? Ce monsieur de 55 ans, diabétique, ECG normal, écho normal, qui ne demande rien à personne. Vous voulez sauver la CNAM, c'est bien. Donc, ce qu'on sait d'abord, il faut se rappeler un peu l'athérome du diabétique. C'est très important. L'athérosclérose du diabétique est complètement différente de l'athérosclérose du non-diabétique. Elle est plus diffuse, elle est plus sévère, elle est plus distale. Et il y a quelque chose de très récent qu'on a mis en évidence, et surtout c'est particulier chez la femme. Vous savez que le cœur des femmes est un mystère pour les cardiologues. Et chez les diabétiques, donc femmes diabétiques, vous voyez, c'est encore plus mystérieux pour nous, c'est l'érosion. Il y a la rupture de plaques, il y a la fissure de plaques. Et on a mis en évidence un mécanisme, c'est l'érosion de plaques. C'est quelques cellules comme ça, tac, qui s'érodent, activation plaquettaire, thrombose et infarctus. Et finalement, lorsqu'on regarde, on ne trouve pas beaucoup d'athérosclérose. Et donc vous voyez que le coroscanner, à la limite, peut être tout à fait normal et on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de risque. Et puis, on a vu que chez les diabétiques, je vous ai parlé tout à l'heure de l'inflammation, les lésions d'athérosclérose sont plus riches en lipides et plus inflammatoires. Je dis toujours que le diabète, c'est un modèle humain accéléré d'athérosclérose, pro-inflammatoire et pro-thrombotique. Hein, il a tendance à activer ses plaquettes, il a tendance à être très inflammatoire. Et puis, vous voyez le caractère distal. Le coroscanner est très intéressant pour les lésions proximales, l'IVA proximal, le tronc commun. Le diabète, il a souvent des lésions très distales. Lorsqu'on regarde les coronarographies, nous, on sait que c'est un patient diabétique ou prédiabétique, parfois sur la table, parce qu'on voit des plaques partout, très diffuses comme ça. Et le coroscanner, c'est vraiment un mauvais outil. Donc, je dirais que le coroscanner, non, ce n'est pas du tout un bon élément. Il faut juste savoir une chose. Le coroscanner, il est intéressant dans sa valeur prédictive négative. D'accord? C'est-à-dire que quand il est normal, à 96%, votre patient n'aura pas de sténose coronaire. Mais lorsqu'il présente des lésions, finalement, on ne peut rien dire. Donc, il manque de spécificité parce que c'est une reconstruction, c'est des coupes sagittales qui sont finalement collées les unes autour des autres. Il suffit qu'il y ait une extrasystole, il suffit qu'il y ait un rythme un peu accéléré pour ça marche. Même avec des scanners de 320 barrettes, j'ai eu la chance de voir le scanner 320 barrettes. Ici, en Tunisie, on n'a que le 156. On a une autre génération, mais là, j'ai vu le 320, c'est extraordinaire. Et pourtant, c'est sur un battement cardiaque. Et malgré ça, ça n'améliore pas la spécificité. Alors, regardez ce que dit l'ADA, 2019, très récent. Mois de janvier, c'est votre Bible, je crois. Chaque janvier, vous ouvrez la Bible. C'est le Coran? C'est le Coran, d'accord. Bon, non, moi, parce que le Coran, c'est trop sacré pour moi. Alors, chez les patients asymptomatiques, on ne recommande pas le screening systématique des patients diabétiques parce que ça n'améliore pas le pronostic. D'accord? Donc je crois que c'est clair, pour le screening systématique tout venant, il n'y a pas de place pour l'instant et on va voir, on va essayer d'avancer. Alors, il y a quelque chose qui est très à la mode. Et à mon avis, il faut qu'on réfléchisse ensemble et je vous invite à vraiment réfléchir sur ça. C'est ce que l'on appelle le score calcique. Le score calcique, vraiment, c'est un outil extraordinaire, je vais vous le montrer, pour affiner le risque cardiovasculaire du patient diabétique de type 2. C'est l'examen qui est actuellement très demandé dans le monde.
quasiment maintenant, tout le monde demande un score calcique. Pourquoi? Parce que c'est une acquisition qui se fait en 20 secondes, c'est moins irradiant qu'une radio de thorax, ça va vous donner les calcifications sur les coronaires, et c'est le reflet de l'abondance de plaques jeunes non calcifiées aussi, qui sont potentiellement instables, et on va exprimer en unité d'Agatston le score calcique. Et on montre que plus le score calcique augmente, moins 200, et vous avez dans les dernières recommandations de la prévention primaire, le guidelines de l'ACC, l'American College of Cardiology et l'American Heart Association, et ils ont montré, ils recommandent maintenant, quasiment en prévention primaire, de faire un score calcique dans les tranches d'âge où il y a un facteur de risque entre 20 et 49 ans. Très très tôt, quasiment. Pourquoi? Parce que plus le score calcique va augmenter, plus la maladie, le risque de maladie coronaire augmente, mais aussi l'incidence de faire un problème cardiovasculaire ailleurs, carotidien, un AVC, une artériopathie des membres inférieurs. Et il y a 3 paliers à retenir. Moins 200, il y a très peu de chances. Plus de 100, on va le voir, et surtout plus de 400. Plus de 400, là l'incidence de maladie coronaire est élevée. Et puis si on couple score calcique et les années de diabète, vous voyez qu'après 10 ans de diabète, ceux qui ont plus de 10 ans de diabète et un score calcique supérieur à 400, là, ils vont avoir un pronostic plus péjoratif dans les prochaines années. Et c'est là, à mon avis, qui est très intéressant de se dire, il y a 30% d'événements. Il y a 30% d'événements cardiovasculaires qui risquent d'arriver chez le patient qui a 10 ans de diabète et en plus un score calcique supérieur à 400. Et donc, un moyen simple. Le seul problème que j'ai, c'est que le score calcique coûte très cher en Tunisie. En France, ça coûte rien du tout un score calcique. C'est vraiment en routine. Et ici, c'est un scanner. On le fait pour un scanner alors qu'il n'y a pas de produit de contraste. Ça prend très peu de temps. Il n'y a même pas de voie d'abord. Le gars, il rentre, on fait une acquisition sur ses coronaires, on analyse les choses et on vous donne un score calcique. Et vous regardez ici un exemple. Regardez les calcifications sur le tronc, sur l'IVA. On voit l'IVA, la circonflexe qui sont dessinées quasiment. Et on peut dire qu'on est devant un patient où la prévalence de la maladie coronaire est très élevée et le pronostic est péjoratif. Et regardez une étude que vous connaissez très bien, c'est VADT. VADT sur les vétérans américains, où on avait fait le traitement intensif à l'époque, et versus, on faisait un traitement classique, je dirais, sur l'hémoglobine glyquée. Vous savez que c'est une étude qui était négative sur la première année, mais à 10 ans, il y a un bénéfice quand même sur un traitement intensif. Mais là, j'ai vu ce papier-là, c'est couplé au score calcique. Et on voit que si le score calcique est inférieur à 100, vous voyez qu'il y a un bénéfice d'une stratégie intensive versus une stratégie non intensive. Par contre, si le score calcique est supérieur à 100 ou supérieur à 400, c'est qu'on arrive trop tard. Et on le dit, UKPDS est magnifique comme étude parce qu'on arrive très tôt dans UKPDS. Ils ont 50 ans, c'est nouvellement diagnostiqué. Là, on arrive après 10 ans de diabète dans les autres études, après que le mal est fait. Et si on regarde ça avec le score calcique, et si l'athérosclérose est déjà installée, vous voyez que finalement votre patient, que vous le traitez de façon intensive ou pas, et on sait très bien que c'est des malades où là l'hypoglycémie peut être délétère très vite. Et donc c'est peut-être là où on a perdu la bataille, il va falloir être très vigilant. C'est pour ça que je crois que c'est très intéressant. Le score calcique va me dire, ah, j'ai un patient où la maladie coronaire est peut-être, je vais peut-être aller plus loin dans les explorations, et 2, ça ne sert pas peut-être grand-chose maintenant d'être très agressif parce que j'ai déjà des vaisseaux très touchés. C'est comme la médiacalcose, hein, quand vous avez déjà de la médiacalcose partout, finalement c'est déjà trop tard, il faut être moins agressif. Et regardez, moi j'ai trouvé cet algorithme très simple, se base sur le score calcique. Et je crois qu'on peut regarder. Notre patient, il était à risque modéré. Il a moins d'un facteur de risque, il a juste l'hypertension en dehors du diabète, aucune atteinte d'organes, traitement médical adapté, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et puis s'il a plus de 2 facteurs de risque cardiovasculaire, si en plus il avait une dyslipidémie, ou si en plus il était tabagique, à ce moment-là, on regarde s'il a une atteinte d'organes significatifs, micro, on peut faire un score calcique. Et si on fait un score calcique, et c'est à moins de 300, on le laisse tranquille. Plus de 300, moi je dirais plus de 400 peut-être chez nous. À ce moment-là, il faut aller dans les épreuves fonctionnelles, dans les tests, dans les épreuves d'effort, les scintigraphies et les autres examens. Et puis si la coronographie est positive, on verra comment on va faire. Donc voilà, juste pour dire à travers ce premier cas clinique les messages. Premier message, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice à une exploration systématique, je dirais, de l'ischémie silencieuse, parce que ça va aboutir à beaucoup d'examens et finalement très peu de patients chez qui
on va avoir besoin de faire une coronographie, chez qui on va vraiment avoir une indication de revascularisation pour un bénéfice cardiovasculaire nul. Mais que peut-être, si on identifie sur des éléments cliniques, c'est-à-dire les patients diabétiques qui ont 2 facteurs de risque, qui ont pour certains 10 ans de diabète, à un moment on disait au moins 10 ans de diabète, d'accord? Mais moi ça m'embête toujours 10 ans de diabète, parce que quelqu'un qui a 5 ans de diabète, mais qui n'a pas consulté, et qui vous comptabilisez 5 ans, finalement, à 10 ans, c'est 15 ans. Donc ça m'embête toujours cette histoire de notion de diabète, vous voyez? Donc je préfère 2 facteurs de risque, plus un score calcique si vous faites le score calcique, et ceux qui ont la chance d'être dans un hôpital avec un scanner, travaillez avec le radiologue. Faites des essais cliniques tunisiens sur le score calcique. Je crois que c'est aujourd'hui, il est temps qu'on mette un petit peu en marge nos propres données. Et deuxièmement, ça va permettre d'identifier les patients. Deuxième cas clinique, voilà, un patient qui a 65 ans. Il n'y a pas de questions sur le premier cas clinique? Oui. Alors justement, très bien. On peut faire tous les 3 ans, pour l'échographie cardiaque, tous les 3 ans. Si le CG est toujours le même, on peut faire une écho tous les 3 ans. Si le CG se modifie, tu vois les ondes T qui s'aplatissent, tu vois qu'ils s'accélèrent, tu vois des ondes R qui commencent à grossir en V5, V6, c'est l'HVG, ou l'onde S qui commence aussi à se creuser. Si tu vois des ondes T négatifs en latéral, là tu demandes une écho plus précocement. Si le patient se plaint de dyspnée, tu vas demander une écho. Mais sinon, moi mes patients, je vous assure, mes patients me disent, je fais une écho, je lui dis, ben, ça fait 2 ans, le CG est normal, sa tension est bien. Voilà, je crois qu'il faut toujours être clinicien. Il ne faut pas trop demander d'examen si ce n'est pas nécessaire. Et c'est la surveillance qui est recommandée aujourd'hui dans les guidelines. Cas clinique numéro 2, patient âgé de 65 ans, diabétique de type 2 depuis 10 ans, tabagique depuis 20 ans. Donc là, vous voyez, il accumule des facteurs de risque. Et là, il a présenté un accident ischémique transitoire. Il y a 2 jours, dysarthrie de durée 20 minutes, confirmée par IRM. Il consulte, le neurologue vous le renvoie pour équilibration de son diabète, parce qu'il a constaté au moment de son AIT que son diabète était mal équilibré, ce qui est classique. Première question, tiens, doit-on systématiquement hospitaliser ce patient? Il a fait un AIT il y a 2 jours. Qui l'hospitalise? Qui ne l'hospitalise pas? Donc, globalement, personne n'hospitalise? Vous l'hospitalisez? 2 personnes, 3, 4. La CNAM vous adore, vous. Alors, quelque chose d'important après un AIT, 20% des AVC sont précédés d'un AIT. 20% des AVC sont précédés d'un AIT. Et regardez, le pic d'AVC dans les suites d'un AIT, c'est dans les 48 heures, mais ça va jusqu'au 7e jour. Dans la première semaine. Quelqu'un qui a fait un AIT, dans la première semaine, il risque l'AVC. L'AIT, ça s'est bien passé pour lui. Hein. Ça a duré 20 secondes, 20 minutes. Souvent moins d'1 heure, vous le savez. Donc, ça veut dire que, peut-être, il sort de votre cabinet, il sort de votre hôpital, il fait un AVC. Alors, il y a un score. C'est le score ABCD2. Et ABCD2, c'est un score qui est toujours d'actualité, malgré qu'il est ancien, parce qu'il est simple. Âge de plus de 60 ans, notre patient avait 65 ans, 1 point. Pression artérielle, 14,9, il n'y avait pas de problème. Déficit moteur unilatéral, s'il a fait un déficit moteur et qui a récupéré, 2 points. Trouble de la parole, ici c'était une dysarthrie, 1 point. Ça a duré de 10 à 59 minutes, 1 point. Et il est diabétique, 1 point. Il a 4 points. Et quand je regarde 4, il a quasiment 10% de risque dans les 30 jours de faire un AVC. Regardez les recommandations britanniques, qu'est-ce qu'elles disent? Hospitaliser dans une unité neurovasculaire des patients qui ont présenté dans les 7 jours précédents. Il arrive 48 heures après. Un AIT avec un score ABCD2 supérieur ou égal à 4 ou un accident ischémique transitoire répétitif. Notre patient devrait être hospitalisé. Dans un service non endocrino, j'ai écrit unité neurovasculaire. On ne vous encombrera pas, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour vous dire une chose. Et à mon avis, c'est un message que j'aimerais véhiculer. C'est que vous, diabétiques, vous, vos patients diabétiques, ils ont déjà 1 point, ils sont plus à risque d'avoir un AVC dans les suites d'un AIT qu'un autre non diabétique. D'autant plus qu'ils ont plus de 60 ans, d'autant plus qu'ils sont hypertendus, d'autant plus que le déficit
a été quasiment entre 30 minutes et 1 heure. Donc soyez quand même vigilants par rapport à ça. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans un contexte de responsabilité médicale, il faut être relativement vigilant. Moi, je mentionnerai, j'ai insisté pour que le patient soit hospitalisé, le patient a refusé. Et je me couvre, je le mets sous aspirine, je le mets sous clopidogrel. Vous savez qu'actuellement, dans les protocoles, si vous voulez, on peut en discuter. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, doit-on systématiquement rechercher une ischémie silencieuse? Oui. Alors, regardez une chose, dans les 90 jours, il a 10% notre patient de faire un AVC, on l'a vu avec un score supérieur à 4, mais il a 25% de risque de faire une hospitalisation pour cause cardiovasculaire, souvent un syndrome coronarien aigu, de mourir ou de récidive d'accident ischémique transitoire. Un malade sur 4 va avoir un événement. Le deuxième élément qu'il faut intégrer, c'est que 2 patients sur 5, et ça, c'est le registre Rich qui l'a montré, qui ont un AVC vont avoir une autre localisation, que ce soit coronaire, que ce soit artériopathie des membres inférieurs. Donc, c'est une maladie, là, la prévalence de la maladie coronaire est élevée. Ce patient qui a fait un AVC ischémique, un AIT, il a 2 à 3 fois plus de risque de faire un infarctus, 9 fois plus de risque de faire un AVC. Et son espérance de vie, regardez, celui qui a fait un AVC, l'espérance de vie, elle est réduite de 12 ans. De 12 ans. C'est juste pour vous montrer la gravité. Un petit AIT, une dysarthrie toute simple comme ça, qui a duré 10 minutes, 20 minutes. On a l'impression que c'est rien. Mais finalement, c'est énorme. C'est énorme et tout peut se jouer dans les 90 jours. D'où l'intérêt vraiment de prendre en charge très sérieusement. Et c'est pour ça que dans les recommandations, il est écrit « screening » de l'ischémie myocardique silencieuse chez les patients qu'on peut sélectionner, ces patients à très haut risque. Et voilà pour moi un patient à très haut risque, quelqu'un qui a fait un accident, je vous la remets, quelqu'un qui a fait un accident ischémique transitoire et qui est diabétique, hypertendu, tabagique, 65 ans, je crois que c'est clair. Et donc là, effectivement, l'ADA le dit clairement, considérer des investigations pour la maladie coronaire dans les situations suivantes. Quelqu'un qui a des symptômes, il fait une douleur thoracique, atypique. Vous savez que le diabétique, ce n'est pas toujours la douleur angineuse typique. C'est atypique, épigastrique, une bloc-pnée, une dyspnée, des sueurs, des choses que vous n'arrivez pas à expliquer. Qui a des symptômes d'une autre maladie vasculaire, un souffle carotidien, ausculter systématiquement les vaisseaux du cou, qui a fait un accident ischémique transitoire, qui a fait un AVC, qui a une artériopathie des membres inférieurs. La première entrée dans la maladie athéromateuse, c'est souvent par les jambes. Je dis souvent, il rentre par les jambes dans la maladie athéromateuse, c'est l'artériopathie distale. Alors maintenant, quelle exploration? Comment on va explorer ce patient? Ok, il faut l'explorer. Coro, on va être amis. Épreuve d'effort, écho de stress, scintigraphie. Donc effectivement, épreuve d'effort, scintigraphie, écho de stress. Et puis Coro, pourquoi pas. Alors épreuve d'effort, effectivement, c'est l'examen de première intention. Je dirais de par son faible coût. D'accord? Mais il faut faire très attention. Et puis l'épreuve d'effort, ce n'est pas seulement un ECG à l'effort. Il faut que quand on regarde une épreuve d'effort, vous savez, les cardios, ils sont un peu pressés. Ils vous donnent des comptes rendus, épreuve d'effort négative, cliniquement, négativement. Vous voyez ça tous les jours, je crois. Hein? Mais moi, j'aimerais qu'on le regarde de façon différente. Ok, est-ce qu'il y a de l'ischémie myocardique ou pas? Il y a un sous-décalage. Et puis, regardez la récupération. Est-ce qu'à la récupération, il garde un sous-décalage ou pas? Si à la récupération, il garde un sous-décalage, c'est méchant. Si dès la récupération, le sous-décalage a disparu, peut-être c'est de la microcirculation. Mais aussi la capacité d'effort. Est-ce qu'il a fait 4 paliers? Est-ce qu'il a fait... Si le patient a fait que 2 paliers et il a fait de l'ischémie, c'est dangereux. Et puis la chute ou la non-élévation de la pression. Regardez la pression artérielle. Est-ce qu'il a monté sa pression artérielle ou pas? Si la pression artérielle n'a pas grimpé, c'est que c'est un malade très sévère. S'il a fait une chute de pression artérielle, c'est encore plus grave, il va vous le dire, le cardio. Et puis des HTA d'effort. S'il fait un pic 25 de tension, ça peut être l'ischémie. Donc ça s'est manifesté par de l'HTA d'effort, pas forcément par des troubles de la respiration, soyez vigilants. L'insuffisance chronotrope, il ne s'est pas accéléré. La fréquence cardiaque n'a pas monté. Alors bien sûr, s'il est sous bêta-bloquant, ça va être interprété de façon différente. Et puis la présence de SV, de troubles du rythme, ou de la conduction à l'effort, c'est grave. Mais sachez que c'est un examen qui manque de sensibilité.
50% seulement. Ça veut dire que 50% des épreuves d'effort qui sont négatives peuvent être associées à une maladie coronaire. Et le gros problème, c'est la femme. Je dis que la femme nous embête. Hein? Elle est aussi très souvent faussement positive. Et il y a des critères sur la positivité de la femme différentes de l'homme, mais la plupart des cardiologues ne les utilisent pas. Les critères de Duke. Donc ça, c'est des schémas. Et donc on a besoin d'autres examens très souvent, quand l'épreuve d'effort est douteuse, quand elle est faiblement positive, quand c'est pas très clair, quand le gars il a une artériopathie des membres inférieurs, il ne va pas pouvoir faire d'effort, s'il a une gonarthrose, il y a un problème d'arthrose, si vous êtes devant une femme aussi jeune, vous allez toujours avoir des problèmes avec l'épreuve d'effort. Et puis bien sûr, s'il y a un ECG ininterprétable, un bloc de branche gauche, des choses, on va demander une scintigraphie. La scintigraphie est très intéressante. Sensibilité meilleure, 80-85%, mais c'est un examen irradiant, il ne faut pas oublier. Hein, c'est beaucoup plus irradiant, c'est moins irradiant, regardez, 10 fois moins irradiant que le score calcique. Et ça coûte cher, exactement. Ça coûte cher, donc ce n'est pas un examen demandé en routine. Mais c'est très intéressant. Ça va vous dire, attention, il y a de l'ischémie, mais en plus, il y a une idée pronostique. Et regardez, voilà une scintigraphie normale. Hein, vous avez une répartition tout à fait homogène du traceur radioactif au thallium sur le myocarde ici. Et puis, il y a un autre problème, c'est que dans le DIAD, je vous en ai parlé tout à l'heure, 20% des scintigraphies qui étaient positives, on les a refaites après 3 ans. La grande majorité n'était plus positive. Pourtant, on n'a rien fait. Donc, c'est juste pour dire que, parce qu'on a amélioré la fonction de Téliade par le contrôle du diabète, par les choses, contrôle de facteurs de risque. Voilà, juste pour vous montrer une ischémie antérieure. Mais c'est très intéressant, c'est que, vous savez qu'il y a une étude Courage. Dans l'étude Courage, on a dit, on va traiter de façon optimale ou après angioplastie. On prend des patients stables, donc c'est des diabétiques finalement, c'est des patients stables. On dit, tiens, angioplastie ou traitement médical, pas de différence. Et l'étude Courage, c'était pour dire aux cardiologues, soyez courageux de ne pas dilater les patients qui ont des sténoses. Pas de différence sur la survie, pas de différence sur ensuite les hospitalisations de syndrome coronaire aigu, pas de différence sur l'infarctus. Donc vous voyez, on ne sert pas grand-chose. Hein. Dans l'angor stable, cette étude avait dit c'est la mort de l'angioplastie coronaire chez les patients stables. Et regardez, même le diabétique, il n'y a pas eu de bénéfice. Il n'y a pas eu de bénéfice. On se dit, tiens, peut-être angor stable chez le diabétique, que ce soit angioplastie ou traitement médical, il n'y a pas de bénéfice. Pourtant, vous voyez, les cardiologues, on dit là tous les diabétiques qui ont des sténoses. Hein. Alors, par contre, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a regardé Courage selon l'ischémie à la scintigraphie. Et lorsque c'est plus de 10%, vous voyez que vous avez un gradient décès infarctus. Plus l'ischémie est étendue à la scintigraphie, plus la mortalité va être importante. Et là, ceux qui ont une scintigraphie avec une ischémie de plus de 20%, l'angioplastie fait mieux que le traitement médical. Donc globalement, ce qu'on retient, c'est que la scintigraphie, ça va être un examen intéressant, pour détecter de l'ischémie ou pas, mais surtout, si vous avez une ischémie de plus de 20%, vous dites, ok, le cardiologue, il a raison de faire de l'angioplastie. Si c'est moins de 20%, et surtout moins de 10%, ça ne sert à rien. Le traitement médical que vous allez mettre fait aussi bien que l'angioplastie coronaire, il faut le savoir. Donc, dans ce cas clinique, c'était pour dire, voilà un patient à haut risque cardiovasculaire qui a fait un accident ischémique où il était justifié de faire une exploration, mais même si on fait une exploration, la revascularisation, c'est une autre histoire. La revascularisation, c'est quand le pronostic est plus péjoratif. IVA proximal, tronc commun, ou de l'ischémie à la scintigraphie de plus de 20%, ou des critères de gravité sur une épreuve d'effort très positive, très précocement avec des critères. Donc vous voyez, ischémie myocardique silencieuse, d'accord, mais revascularisation, il y a encore un gap. Cas clinique numéro 3, très bref. 55 ans, diabétique de type 2 sous ADO depuis 8 ans, hypertendu, asymptomatique, qui vient en consultation de 3 mois. Asymptomatique. Un ECG est réalisé, vous avez demandé ECG, le voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? Des ondes T négatives en antérieur? Ah, en inférieur. Des ondes Q de nécrose. Très bien, madame. Donc, regardez, vous avez des ondes Q de nécrose. Ici, l'onde Q qui est très profonde. Et puis là, regardez, une belle onde Q qui est associée à une onde T négative en D3 et en AVF. D'accord? Donc, on a vraiment 3 ondes Q dans le territoire inférieur avec des ondes T négatives. C'est le témoin d'un infarctus
anciens, passés inaperçus. L'étude de Framingham a révélé qu'il y a une fréquence élevée d'infarctus silencieux chez le diabétique. La prévalence était aux alentours de 7%. Elle a tendance à se présenter sous forme silencieuse. Et donc, ce qui est aussi, et on a montré que ces infarctus silencieux avaient un pronostic aussi péjoratif qu'un infarctus, je dirais, non silencieux, qui est parlant. Et souvent, on met en évidence des coronaires, mais c'est... bon, ça, c'est pas très grave. Ça, c'est juste pour rappeler, je viens de les mettre juste tout à l'heure, c'est juste pour rappeler que chez le patient diabétique, quand on fait une coronarographie, c'est souvent des lésions distales. Il y a plein de sténoses et pas des sténoses forcément très serrées. Avec, regardez, on a beaucoup d'occlusions. Quand on fait des coronarographies systématiques chez les patients diabétiques, on trouve beaucoup d'occlusions. Et donc, c'est des patients qui ont fait des infarctus finalement, jusqu'à 66% d'occlusions, qui ont fait des infarctus qui sont passés inaperçus. 40% des diabétiques ne ressentent pas de douleur lors de leur infarctus. Mais un travail qui est très intéressant, assez récent, qui a été publié dans Circulation, et qui montrait que 45% des infarctus passent inaperçus en réalité, plus qu'on le pensait. Il y a autant d'infarctus silencieux que d'infarctus parlants. Alors souvent, ça s'exprime sous forme de mort subite aussi. Les patients ne vont pas arriver, sur des autopsies, ainsi de suite. Mais les diabétiques font plus d'infarctus silencieux que les non-diabétiques. Alors, quelle exploration ici ? Est-ce qu'on fait une épreuve d'effort? Je crois que ça ne sert à rien. Le gars, il a fait son infarctus, il y a des ondes négatives, ça ne va pas apporter. Scintigraphie? Je pense que non. Écho de stress, effectivement, je crois qu'il faut faire une coronarographie. Et c'est vraiment pour vous dire, voilà, regardez dans les guidelines de l'ADA, anomalie à l'électrocardiographie, c'est là où il faut explorer. Et en particulier, onde Q de nécrose. Si vous voyez des ondes Q de nécrose, c'est qu'il a fait son infarctus, c'est un infarctus silencieux. Je crois que là, il faut faire la coronarographie. On fera une scintigraphie après, peut-être, pour voir si c'est bouché, si c'est une artère occluse, est-ce que c'est viable ou pas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai été dans les temps un peu plus. Merci. Est-ce que l'épreuve d'effort a des contre-indications? Alors, l'épreuve d'effort, contre-indication, je dirais non. Elle a des non-indications. Des non-indications. Alors, en dehors, oui, bien sûr, en dehors de l'angoisse instable, oui, ça c'est vrai. Bon, moi je parle parce que je suis dans l'ischémie myocardique silencieuse pour moi. Je suis dans le cadre, dont je viens de parler, le patient diabétique, ou de façon générale. De façon générale. Ah, de façon générale. De façon générale, c'est l'infarctus du myocarde. Quelqu'un qui vient avec un infarctus, bien évidemment, dans les 7 jours ou dans les 30 jours, celui qui a un syndrome coronarien aigu, c'est la seule chose. Celui qui est aussi en excitabilité ventriculaire, qui fait des troubles du rythme ventriculaire, tu ne vas pas le faire pédaler. Celui qui a déjà une coronarographie avec une sténose du tronc commun. Celui qui a un rétrécissement aortique serré. Celui qui a une cardiomyopathie hypertrophique avec un gradient. Tout ça, il ne faut pas le faire. D'accord? Mais dans votre cadre à vous, et dans le cadre du patient diabétique, et dans le cadre de l'ischémie myocardique silencieuse, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, il y a des non-indications. Le gars qui ne va pas pouvoir faire un effort, qui a un handicap moteur, qui a une artériopathie, qui a un ECG ininterprétable, qui a un pacemaker, vous n'allez pas pouvoir interpréter, qui a un bloc de branche gauche, qui a beaucoup de troubles de la reproduction. Si vous voyez beaucoup d'ontés négatifs, hier je voyais une dame qui arrive avec des ontés négatifs dans son électrocardiogramme, on lui fait une épreuve d'effort, elle vient me voir pour une coro. Je lui dis, on n'aurait jamais dû vous faire une épreuve d'effort. Pourquoi? Parce qu'à l'effort, de façon physiologique, le segment ST va baisser. Alors si elle a des ontés négatives, le segment ST, quand il baisse avec des ontés négatives, on a l'impression qu'il y a un sous-décalage qui est très important. Finalement, c'est une épreuve d'effort qui n'aurait pas dû être faite parce que de toute façon, on sait que ça, on ne va pas pouvoir interpréter. Vous l'avez déjà dit, je voulais parler de la cardiopathie sévère qui ne permet pas d'aller jusqu'au bout, en fait, Oui. serait une contre-indication. Mais je voudrais revenir au premier cas où l'UCG est normal, l'échographie est normale. Est-ce qu'il serait intéressant de faire calculer le score calcique ou bien on s'arrête là? Ah non, il serait intéressant, moi c'est ce que j'ai dit. Dans le premier cas, moi j'aurais pu aller au score calcique, sincèrement aussi. Mais il a un seul facteur de risque. Donc, si on regarde l'algorithme qui a été fait, dans le cas de la recherche, mais si on regarde l'algorithme qui a été fait, diabétique avec un seul facteur de risque, il n'y a pas besoin d'aller au score calcique. C'est diabétique avec 2 facteurs de risque et asymptomatique. Vous voyez ce que je veux dire? Après le score calcique, dans le cas où il a un score calcique supérieur à 4,
Épreuve d'effort, même chose. Si le CG est normal, je vais à l'épreuve d'effort. Si, vous savez, je n'ai pas parlé d'échographie de stress. On a du mal aujourd'hui aux cardiologues de leur demander des échos de stress. Hein. C'est des examens qui sont longs, c'est pas couvert par la CNAM, qu'on veuille ou pas. Hein. Aujourd'hui, tout est conditionné. Hein. Donc, c'est l'idéal, l'écho de stress. C'est un excellent examen. Il va vous montrer la cinétique, et puis d'un coup, un trouble de la cinétique. Chez le diabétique, c'est un excellent examen. Il y a aussi l'écho d'effort. Nous, on a, Fialien a l'écho d'effort. On l'a en théorie, parce qu'on n'utilise pas beaucoup. Mais là, on va bientôt l'utiliser. Mais voilà, le patient, il pédale, mais en même temps, on lui fait l'écho. Donc ça, c'est intéressant. Oui? Juste ton sentiment rapidement, problème, prescrire l'aspirine, prescrire des clopidogrel, prescrire... Chez le diabétique, Oui. tout venant, Chez le diabétique, oui, enfin, tout venant, n'exagérons pas. Mais à haut risque. à haut risque. C'est-à-dire, l'endocrinologue, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, c'est la question probablement la plus difficile actuellement. Chez quel diabétique doit-on mettre de l'aspirine en prévention primaire? Prévention secondaire, je crois qu'on ne discute pas, on est d'accord. Je parle de prévention primaire. C'est ce que j'ai dit hier. Je crois qu'avec l'étude ASCENT, on a montré qu'il y a une réduction des événements cardiovasculaires de 12%. Il y a une augmentation des hémorragies majeures de 29%. Hémorragie majeure, attention. On n'est pas en train de parler d'un petit saignement, d'une petite gingivorragie. Et donc la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur du systématique. Il va falloir encore plus screener les patients qui nécessitent. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur l'état dentaire des diabétiques. Et on a travaillé, j'ai eu la chance quand j'étais à Monastir de travailler avec la faculté de médecine dentaire. Plus ils ont un état dentaire pathologique, plus ils sont inflammatoires, plus le risque cardiovasculaire est important. Travaillez déjà sur ça. Moi, je dis à mes diabétiques, sincèrement, je lui dis, voilà, vous faites l'activité physique et vous prenez soin de vos dents. L'activité physique pour diminuer l'activité sympathique, l'inflammation, et les dents aussi. L'état dentaire. Regardez tous vos patients qui sont coronariens qui viennent vous voir, comptez le nombre de dents qui manquent. Vous en avez plus que 2, tout le temps. Donc, voilà une façon de screener. Maintenant, je crois que l'avenir, c'est ça. On va encore plus screener les patients qui nécessitent de l'aspirine. Bien évidemment, il faudra qu'il ait aucun antécédent digestif. Et vous avez vu, vous allez me dire, oui, mais on n'a qu'à lui mettre un IPP. Vous êtes en train de voir ce qui se passe avec les IPP au long cours. Hein. Moi, je me méfie. Moi, maintenant, je réfléchis beaucoup avant de mettre de l'IPP, comme ça, tout venant au long cours. Surtout pour lui mettre de l'aspirine quand on n'a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? S'il a fait un antécédent d'ulcère, moi, je lui mets un IPP, il est couvert. Mais s'il n'a rien, je lui mets un IPP pour lui donner de l'aspirine qui ne va pas lui donner un bénéfice, et je lui colle peut-être un truc avec son IPP, moi, je me méfie. Quelle est votre expérience pour l'aspirine en prévention secondaire, puisque primaire c'est très controversé et on préfère ne pas en donner. Mais les chapeaux en fin de journée avec la monodose d'aspirine, et actuellement on pense à fractionner la prise d'aspirine en 2 doses. Il y a des études en cours d'ailleurs qui essaient d'utiliser l'aspirine en 2 doses. Quelle est votre expérience? Vous savez, j'ai publié ça en 2013. Dans le Journal of Hématologie, donc on l'a publié et on a fait un travail sur c'est tunisien, hein, donc c'est pas d'autres malades, c'est nos patients à nous. Et j'avais fait à l'époque effectivement 100 mg le matin. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on faisait 2 heures après, non, il prenait à midi, il prenait l'aspégique à midi et on faisait 2 heures après le test d'agrégabilité, ils étaient tous répondeurs, quasiment. À 80%, ils avaient une bonne réponse. On voyait la réponse à l'aspirine. Donc, on était sûr qu'ils ont pris. De toute façon, on leur a fait prendre le sachet d'aspirine devant nous, parce qu'il fallait faire le test 2 heures après. Et je reviens le matin, à 8 heures, et on fait le test d'agrégation. Il n'y a que plus que 30% qui ont une réponse à l'aspirine. Ce qui veut dire qu'il y a 70% qui ont échappé. Donc, ce fameux turnover plaquettaire. Donc, on l'a documenté. La deuxième chose, c'est un article qu'on est en train d'écrire. Je viens de travailler sur la génération de thrombine. Parce qu'on a montré la preuve sur l'agrégabilité plaquettaire, mais on voulait travailler sur la génération de thrombine. Et là, on a sorti 3 groupes de patients. Ils sortent de l'USIC avec un syndrome coronarien aigu, 3 diabétiques, c'est une thèse qui vient d'être soutenue il y a 1 mois. Et on a travaillé ça avec la RAPTA. On fait aspirine 100, on fait aspirine 200, parce qu'on dit peut-être qu'il faut la dose qui n'est pas bonne, et on fait aspirine 100 x 2. Et on regarde sur la génération de thrombine. D'abord, quelque chose d'extraordinaire qu'il faut savoir, et ça on le savait,
on a regardé la génération de thrombine à 6 mois. 6 mois après un infarctus. Moi, je dis toujours, un infarctus, c'est comme un incendie de forêt. Vous avez un incendie et le diabétique a tendance à garder des braises. Plus ou moins des petits feux comme ça qui sont là et qui peuvent reprendre très vite. Ou parfois, il y a une extinction. Dans les 3 bras, ça c'est très intéressant, le taux de génération de thrombine est plus élevé que la normale. Donc, quel que soit le protocole, de toute façon, on a toujours l'impression que c'est des plaquettes qui sont en état d'activation. Mais ceux qui ont le plus baissé la génération de thrombine, c'était 100 x 2. Donc, nous, on a prouvé que 100 x 2, sur un plan d'agrégabilité, ça marchait. Sur la génération de thrombine à 6 mois, ça marchait. Là, je vous ai montré un test à 24 heures. Donc, je sais pas. Mais le problème, il est où? Jusqu'à présent, sur le plan clinique, on n'a pas montré le bénéfice. Donc, ça reste encore à l'état biologique. On n'a pas de preuve clinique. Parce que, est-ce que ça va faire plus saigner ou pas? Il y a quelqu'un qui avait fait 25 mg x 4 et qui montrait que ça marchait mieux que 100 mg un jour. Mais 4 prises, c'est pas possible, on est d'accord? J'ai même regardé l'aspirine LP. Je me dis, tiens, un taux d'aspirine en continu. Mais c'est très toxique. Garder un taux d'aspirine. Vous savez que même 20 mg d'aspirine, c'est efficace sur un plan biologique. Mais c'est gastrotoxique. Les endoscopistes, quand ils font une fibro, ils savent que le gars, il est sous aspirine ou pas. Hein. Au dernier congrès de CT, ils ont parlé d'études à la fois sur l'agrégabilité plaquettaire, mais également sur les effets cliniques, les bénéfices éventuellement cliniques. Ils sont en cours. Ils sont en cours. Voilà, ils sont en Parce que cours. nous-mêmes, on nous a demandé de participer. Non, les études sont en cours. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de publication sur les effets cliniques. Ouais, mais les études Oui. sont en cours. Non, je sais qu'il y a des études qui sont en cours. Mais ils n'ont pas encore publié, donc on n'a pas les résultats. Je crois que c'est bon. Ben écoutez, merci, c'était un vrai plaisir de participer. Je remercie la Stedium pour cette invitation et puis à l'année prochaine, j'espère bien. Bye.